Merci. Chers collègues, chers étudiants, voilà, d'abord, je dois m'excuser de ne pas vous parler dans une langue que vous comprenez bien, qui est la vôtre, hein, parce que je n'ai jamais été capable d'apprendre correctement l'arabe. Bon. Et c'est un peu pour ça d'ailleurs que je me suis tourné vers l'archéologie quand je suis arrivé au Maroc, il y a bien longtemps de cela, on a dû vous le dire. Bon. Et en effet, pour moi, l'archéologie représentait une solution au problème des sources. D'abord parce que les sources sont peu nombreuses, les sources internes, les sources proprement marocaines, et puis pour moi, difficilement compréhensibles. Et puis je connaissais des archéologues qui travaillaient essentiellement à Rabat, sur le site antique de Chenna. Donc tout ça m'a amené vers l'archéologie. Et puis je suis vraiment très empli d'une ambiance archéologique depuis que je suis ici, puisque en arrivant, je suis allé sur le site de Ahmed, je ne sais pas si vous savez ce que c'est cette cité qui a précédé Marrakech, sur laquelle il y a des fouilles qui sont faites par M. Abdallah Fili, et où on a trouvé des choses tout à fait remarquables. On a dégagé des traces d'un palais, enfin une très grande maison, une mosquée qui est jointe à ce palais, récemment une kouba qui avait été décrite en son temps par Ibn al-Khadir quand il se promenait dans la région. Également, bon, et ça c'est ce qui a été le point de départ des fouilles, d'un hammam qui est à ce jour, d'après Philippe, le plus grand hammam connu de l'Occident musulman, c'est-à-dire Afrique du Nord et Espagne. Et puis je dois dire que j'étais très content d'aller sur ce site, d'abord parce que c'est un endroit qui est très beau, et puis que très peu de temps après mon arrivée ici, j'étais prof à Marrakech, je me suis intéressé à cet endroit et j'ai vu qu'il y avait des vestiges visibles. Notamment, il y avait une voûte qui sortait du sol. Manifestement, c'était un morceau de hammam. J'avais donc, grâce à un peu d'argent, on m'avait donné la mission, la MUC, la mission universitaire française. J'ai payé un topographe pour lever les plans de ces vestiges visibles. Il se trouve, et j'en suis très content, que ça a beaucoup servi à cette équipe d'archéologues. Donc, visite d'Armat, très très content. Avant-hier, visite de Volubilis. Alors, Volubilis, il se trouve que j'ai eu la chance d'y travailler à 2 reprises. Je ne suis pas fier de moi parce que l'archéologie, ça ne s'improvise pas. Il ne s'agit pas seulement de faire des trous dans la terre et puis d'enlever ce qu'il y a dessus. Il faut comprendre et il faut surtout être capable de publier les résultats. Or là, je ne me sentais pas de taille et je n'ai pas publié ces résultats. Ils sont visibles quand même. À l'heure actuelle, sur un plan de Volubilis, on voit tout à fait dans le bas, près de l'ouest roumain, on voit ce qui est un hammam, encore un hammam qui a pu être daté, ce que je n'avais pas fait, de l'époque idrisside. Ce serait donc le plus ancien hammam qu'on connaît. Voilà, donc j'ai des raisons personnelles, si vous voulez, m'intéresser à l'archéologie. Et l'archéologie a apporté des résultats étonnants, surtout ces derniers temps. Je vous donne un exemple. En France, par exemple, lorsqu'on a construit la ligne de chemin de fer à haute vitesse TGV de Paris à Strasbourg, on a donc ouvert des tranchées. Évidemment, on a fait des travaux. Et on ne peut pas imaginer tout ce qu'on a trouvé. La quantité de sites archéologiques allant de la préhistoire jusqu'à la période romaine, la période du Haut Moyen-Âge. C'est surtout pour cette période dite du Haut Moyen-Âge, donc qui se situe à partir de la fin de l'Empire romain, 300
On a trouvé énormément de choses. Alors là, c'est le hasard là, qui a fait le hasard. Non, oui et non. On n'a pas fait ces travaux pour trouver les choses. On a trouvé les choses parce qu'on a fait ces travaux. Et c'est souvent ce qui arrive. Il y a une dame qui est maintenant prise depuis longtemps à la retraite, je ne sais même pas si elle est encore de ce monde, Madame Dominique d'Archambault, qui a fait pendant des années la fouille d'un village abandonné, un village dans les Préalpes, midi de la France. Et c'est incroyable ce qu'on a trouvé. On a pu voir comment vivaient les gens à cette époque reculée. Le matériel de la maison, etc. etc. Autre exemple qui peut vous parler davantage, on avait sous la cathédrale de Narbonne, on avait trouvé les traces d'une mosquée, une petite mosquée qui date du temps où, vous savez, les Arabes ont occupé une partie du sud de la Gaule. Ça n'a pas duré longtemps, mais la région de Narbonne faisait partie de ces conquêtes en même temps que l'Espagne. Bon, on peut multiplier encore les exemples. C'est surtout en Espagne peut-être que les résultats ont été les plus surprenants. Les fortifications ont été fouillées, fortifications de la frontière au nord, fortifications qui défendent les villes. On a fait des fouilles dans des villes, toujours à propos de nouveaux travaux. Par exemple, c'est le cas de Pierre Pichard et Bazana qui ont fouillé dans des villes de l'Est de l'Espagne. Grosse affaire, la fouille, la découverte d'une ville mélinine à Algeciras. Ça a été fouillé par une équipe espagnole. Bon, j'ai pu voir aussi qu'à Bénia, sur la côte orientale de l'Espagne, en face des Baléares, on a trouvé un cimetière. Alors ça, c'est extrêmement intéressant parce que il sera possible, certainement, grâce à des techniques nouvelles, de connaître, si vous voulez, l'état de santé des gens. Éventuellement, même si on peut faire des analyses d'ADN, de voir leur origine. Au Portugal, alors Portugal, où nous sommes retrouvés avec M. Montsouris et d'autres, au Portugal, à Merthe, c'est extraordinaire. C'est un exemple magnifique de ce que peut donner l'archéologie. Là, elle débouche même sur des aspects économiques actuels. L'archéologie fait vivre cette petite localité. Il y a plusieurs musées dans cette ville, et où on a trouvé, alors là c'est absolument incroyable, depuis la préhistoire jusqu'au 15e, 16e siècle, on a comme ça une superposition de niveaux, en termes d'archéologie on parle de niveaux, alors qui vont de la préhistoire, la période romaine, la période paléo-chrétienne, c'est-à-dire le moment où le christianisme s'installe à la fin de l'Empire romain, période musulmane, et reconquête chrétienne. Donc, et pour vous dire l'importance de ces fouilles, non seulement le fait que les gens du pays participent à cette activité, en bénéficient, parce que ça amène les touristes, ils ont du travail certaines personnes travaillent sur place dans ce cadre, et puis j'ai pu voir que certaines pièces qui ont été trouvées, des pièces extraordinaires, surtout des céramiques, figuraient à une exposition qui m'a aussi ébloui, je peux dire, une exposition qui a eu lieu cette année, au début de l'année, au Louvre. Le Moyen-Âge, la période médiévale au Maroc. Il y avait là des pièces trouvées au Maroc, en Espagne, et aussi parmi les plus belles, celles qui ont été trouvées en Merthe. Bon, autrement dit, l'archéologie nous apporte beaucoup de choses. Elle nous apporte un renouvellement des connaissances. Renouvellement des connaissances sur la vie, je l'ai dit,
la vie matérielle des gens, que nos textes, même quand on en a, ne nous apprennent pas. Ce qui intéresse les chroniqueurs anciens, c'est les coups et les blessures, hein, les hauts faits, des choses comme ça, les rois, les princes, mais à la rigueur, quelquefois ils donnent des détails sur la vie des hauts personnages, mais la vie des gens du commun, rien, on ne sait pas. Alors là, on trouve des objets qui nous renseignent. On trouve aussi des éléments sur les croyances des gens. On peut trouver des objets qui nous montrent quelles étaient leur religion, la manière dont ils la pratiquaient. Bon, alors, comment est-ce que ça peut s'engager, une procédure de fouille archéologique? Eh bien, je vous ai dit, par le hasard. Exemple, les travaux qu'on a fait sur la ligne du TGV. Il est possible qu'ici au Maroc, comme on entreprend des grands travaux pour faire des autoroutes, on tombe aussi sur des choses comme ça. On peut tomber sur des sites préhistoriques ou postérieurs. Et puis, en se promenant comme ça aussi, on peut trouver des choses. Et c'est ce qui est arrivé à un contrôleur civil français qui était dans la région des Saoulas, M. Paul Berthier, qui en se promenant, comme ça s'est tourné à cheval, s'est étonné de voir des vestiges importants, impressionnants même. Et il a se renseigner. On lui a dit que c'était. Il a vu que c'était des travaux d'irrigation importants, hein, des canalisations, des choses comme ça. Et il s'est dit que ça valait la peine d'être étudié. Donc, il s'est mis à les étudier. Il n'était pas historien de formation, mais au cours de son activité, puis après, il a fait des travaux, des fouilles, des relevés, et ça a donné lieu à une thèse avec beaucoup d'illustrations. Et ça a montré à quelle pouvait être l'importance de la culture de la canne à sucre et de la fabrication du sucre au Maroc. Parce que ça, on savait, il y avait des textes qui en parlaient. Mais en voyant ces vestiges, on s'est rendu compte que c'était une affaire tout à fait importante. Or, par exemple, dans la chronique de Fichtel, un chroniqueur de Ahmed al-Mansour, il parle de ça. Mais on s'est rendu compte, alors évidemment, c'est un chroniqueur officiel, alors il nous montre que les belles choses, et il va jusqu'à comparer ces usines aux pyramides d'Égypte. Quand même, c'est un peu fort. Mais quand on voit, quand on est sur le terrain, et qu'on voit, par exemple, si vous passez par Chichaoua, de la route de Chichaoua à Marais, on les voit, on voit des vestiges, on voit des murailles. Et on s'est aperçu que ces installations bénéficiaient de tous les progrès de l'époque. C'était, on écrasait la canne à sucre avec des moulins hydrauliques. Tandis qu'avant, on faisait ça avec des moulins qui étaient actionnés peut-être par des animaux. Autrement dit, c'est quelque chose de très, très nouveau et très important. Voilà. Alors, comment on peut aussi, de quoi peut-on parler? Il m'est arrivé, moi aussi j'ai essayé, je voulais faire de l'archéologie. Ah, c'est pas plus. Mais j'ai fait de l'archéologie de terrain, de l'archéologie de reconnaissance. Alors, la première chose, c'est que je suis allé reconnaître Kouz, à l'embouchure de l'ouest de Tennessee. Dans géographe al-Makri, qui parle d'un itinéraire dans le coin des brèches Armat, et qui arrive à l'océan, au bord de l'océan, à Kouz. Qu'est-ce que ça peut bien être, ce Kouz? Il se trouve que dans les sources portugaises, il est question d'un lieu appelé Agouz, où ils ont construit une forteresse à l'embouchure d'un fleuve dont notre nom est Tennessee. Alors je voulais aller voir, et effectivement, j'ai trouvé des ruines, des vestiges relativement importants, et on voyait très bien en effet que cette position fortifiée défendait un fort.
évidemment aujourd'hui complètement impraticable parce que, évidemment, les conditions ont changé, l'embouchure du Tensift était complètement ensablée, les bateaux, sauf des toutes petites barques, pourraient seulement y rentrer, alors que, apparemment, à l'époque où écrivait Al-Bagri, des navires assez importants pouvaient y arriver. Et sur place, j'ai aussi constaté une chose, ça permet de vérifier d'aller sur place. Hein. Ce qu'il dit, il dit que seulement pendant une saison, on peut naviguer à partir de Kouzi. Parce que en hiver, c'est ça, enfin, il y a une saison où les vents sont favorables. Il y a une saison où les vents sont défavorables. C'est-à-dire que les vents viennent de l'océan et poussent vers la terre. Il faut profiter de cette saison, dit-il, pour quitter le rivage. Bien. Donc, ici, la démarche a été de partir d'un texte de géographe et d'aller vérifier sur le terrain, d'aller en trouver plus de choses sur le terrain. Il parle d'un port, oui, il y avait un port, et j'ai compris comment ça pouvait fonctionner. Bon, ça c'est un premier exemple. Deuxième cas, je me suis intéressé très tôt aux questions à propos des Idrissides, j'en ai parlé ailleurs, je ne sais plus où, aux questions de monnaie, car les monnaies c'est de l'archéologie. Là on ne va pas sur le terrain, mais les pièces de monnaie sont des documents de première importance. Hein, c'est comme ça que Lévi-Provençal avait montré que la tradition concernant la fondation de Fès n'était pas exacte. On attribuait à Idriss la fondation de 2 villes, l'une en face de l'autre, en l'espace de 2 ans. C'est ridicule. Comment on peut... En plus, il était encore très jeune. Comment a-t-il créé Fès? Ça ne tenait pas. Or, il a trouvé une pièce de monnaie. Sur les pièces de monnaie, on écrit la date de fabrication, le nom du prince qui a fait fabriquer cette monnaie et le lieu. Donc, il y a sur cette pièce de monnaie Touriba Ilfas en telle année, frappé à Fès en telle année. C'est une date antérieure à la soi-disant fondation de Fès. Et qui a ordonné la frappe de cette monnaie? Idriss Ier. Bon, alors donc voilà déjà une preuve de l'utilité incontestable de l'archéologie. Ce qui est malheureux, mais c'est comme ça que ça marche en histoire, c'est que cette correction de la tradition faite par Lévi-Provençal n'est pas encore passée dans tous les livres. Je viens de voir une histoire du Maroc, écrite en France, où on continue à raconter l'histoire de la fondation des 2 villes. Alors, on se demande pourquoi les historiens et les archéologues peuvent travailler. Passons là-dessus. Alors, j'avais donc remarqué que les Idrissides avaient frappé beaucoup de monnaie. Et il y avait à l'époque où j'étais ici, il y avait un numismate, c'est-à-dire un monsieur qui s'occupe des monnaies, spécialiste de cette chose-là, dénommé Eustache, curieux personnage un peu, qui travaillait sur les monnaies. Et il a fait un gros livre, une espèce de catalogue des monnaies idrissides. Et il a remarqué que les lieux où étaient frappées ces monnaies se trouvaient tout autour d'un lieu central, parmi peu de distance, qui est le Jebel Awam. Et au Jebel Awam, on sait qu'il y avait une mine très importante, une mine d'argent. Alors j'ai voulu voir, je suis allé sur le terrain avec un botaniste. Bon, on s'est bien amusé, c'était très agréable. Et on a découvert une fortification très importante avec une muraille énorme, épaisse, que les gens du pays appellent Iran Hausa, le vieux château, la vieille forteresse. Et puis, j'ai pu me rendre compte, je savais, mais j'ai pu me rendre compte sur place que l'exploitation de la mine continuait de nos jours. Il y avait une société
avec des moyens modernes qui continuaient à gratter la terre. Et ce qui est remarquable, j'ai vu ça sur place, ils ont, bon, avec des moyens modernes, je le répète, ils sont arrivés à quelque chose comme moins 200 mètres. 200 mètres en dessous du niveau du sol. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ils sont tombés dans des vieux travaux. Alors, ils étaient extrêmement étonnés. Comment était-il possible que les anciens, comme ils disent, aient pu aller si profond? Or, là, c'est indiscutable. Dans ces vieux travaux, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve, par exemple, des lampes, des candiles en terre. On a trouvé des outils, des pioches. On a trouvé aussi des squelettes, des mineurs qui ont été victimes d'accidents du travail. Donc, ils ne voulaient pas croire. Les ingénieurs étaient très sceptiques. Et puis pour eux, ça ne pouvait être que les Romains. Ça ne pouvait pas être les Arabes qui avaient fait ça. Et pourtant, si. Hein, et pourtant, si. Alors, vous voyez que là, dans le cas du Shpenawad, ça nous donne une dimension importante. Hein. Ça nous montre, en liaison avec les débuts des Idrissides, en liaison avec plein de choses comme ça, ça nous donne une autre vue de l'histoire. Donc, étude importante. Je ne l'ai pas là. Troisième cas aussi où je suis allé sur le terrain, dans plusieurs géographes arabes, notamment Bakri et d'autres, il est question d'une autre mine d'argent, qui est dans le sud du Maroc, dans la région de Akka, qui s'appelle Tamdouli. Alors, vous voulez voir, je suis allé sur le terrain, et là, il est indiscutable que, alors, pareil, les ingénieurs des mines s'intéressaient à ce cas. Toujours dans la perspective d'une reprise actuelle de l'exploitation. Mine d'argent, ça m'intéresse. Or, je suis allé sur place avec un ami, géologue lui-même, et on s'est aperçu qu'en fait, il y avait des traces visibles d'une exploitation ancienne, des blés, des scories, parce que les scories, c'est ce qui reste quand on fait fondre le minerai. Bon. Donc, indiscutablement, là aussi, une exploitation minière. Et puis aussi des vestiges, des murailles, et puis des traditions, des souvenirs s'attachant à ces lieux. Donc, autre cas, alors ça m'a amené ça à faire, parce que je pensais que pour renouveler un petit peu la vision historique du passé du Maroc, il fallait sortir un peu de l'histoire traditionnelle, je répète, les rois, s'intéresser à la vie économique. J'ai donc fait un travail qui est paru dans la revue de géographie du Maroc en 1970, c'est vieux, que je laisserai, par chance j'ai retrouvé, j'ai tiré la part, je laisserai donc ça à la bibliothèque de votre faculté. J'ai donc essayé j'ai fait une carte, un historien peut être aussi un petit peu géographe, j'ai fait une carte des sites, des anciens sites miniers, là, je vais vous montrer ce que ça donne. Il y a une carte. Voilà. Donc, avec les sites miniers, les sites métallurgiques. Et cette carte a d'ailleurs été dessinée par Madame Comini, donc épouse de Jean, qui est décédée, qui sont décédés il n'y a pas de temps. Bon, voilà. Alors, voilà. Donc, je veux dire que si je parle aujourd'hui, si je vous incite à vous intéresser à l'archéologie, c'est parce que j'ai moi-même fait l'expérience de ce que ça peut apporter. Et je vous assure que être comme ça sur le terrain, c'est tout à fait exaltant. Hein, parce que on est là, on voit, concrètement, on touche les témoignages du passé. Et c'est absolument indispensable pour comprendre, se confronter à des sources anciennes, comprendre ce que une description ancienne
peut vouloir dire, et la compléter, la vérifier, la compléter. Je donne encore un dernier exemple. Dans la chronique d'Almeida, vous savez, la chronique qui raconte les débuts des Almohades, il est question d'un réseau de fortifications construit par les Almoravides pour empêcher les Almohades qui étaient dans la montagne de descendre dans la plaine et de menacer Marrakech. Alors, il y a une série de noms. J'ai essayé de retrouver ces noms qui... Je n'ai pas pu m'identifier. Mais, comme j'aimais beaucoup me promener, le Maroc c'est un beau pays, on aime bien se promener, et je suis monté sur un plateau qui est au sud de Marrakech, le plateau du Kik. Et là, j'ai trouvé des vestiges manifestement qui sont une fortification almoravide. Et ce temps-là, j'ai vu que c'était un poste d'observation, on pouvait voir très loin. Et j'avais le projet, mais je l'avais réalisé, de rechercher à vue comme ça un autre poste. Parce que je crois que ce qui se passait quand on faisait des réseaux de fortification comme cela, les Romains le faisaient déjà. Hier, M. Wahidi m'a dit qu'on avait trouvé des postes militaires romains autour de Volubilis pour défendre Volubilis, en se rendant compte que d'un poste à l'autre, on pouvait communiquer par des signaux optiques, avec un miroir, refléter la lumière du soleil, ou par exemple, comme dans les films de cow-boy, avec de la fumée. Donc, voilà. Encore une fois, parce que quand on est sur place, on comprend certaines choses, et puis on se pose des questions. Et c'est une bonne façon d'avancer. Bon, alors, à l'heure actuelle, évidemment, l'archéologie a évolué depuis les premiers temps. Quand on a fait les premières fouilles à Volubilis, c'est le maréchal Lyotet qui a décidé, parce que forcément, quand les Européens sont arrivés en Afrique du Nord, ils cherchaient les traces de ceux qu'ils considéraient comme leurs ancêtres, les Romains. Oui, les Romains partout. Il a donc dit à ses subordonnés, le lieutenant Châtelain, vous allez faire des fouilles à Volubilis. Oui, mon général. Bon. Et bon, il avait de la main-d'œuvre disponible, il avait des prisonniers. C'était pendant la guerre 14-18. Enfin, le protectorat avait été signé en 1912, comme vous savez, donc peu de temps après, la guerre a éclaté entre la France et l'Allemagne. Il y avait des prisonniers de guerre, allemands et autrichiens, et on les a amenés au Maroc, ce qui d'ailleurs était interdit. Les conventions de Genève interdisent ce genre de trucs. On a amené ces prisonniers au Maroc. Et pour les occuper, si j'ose dire, on leur a fait faire des fouilles à Volubilis. Alors, à l'époque, les fouilles, c'était chercher dans le sol des beaux objets. On a trouvé, vous savez qu'à Volubilis, on a trouvé des bronzes extraordinaires, d'une qualité clandestine. Il y a eu une exposition à Marseille sur les bronzes de la Méditerranée, et parmi les bronzes de la Méditerranée, les trouvailles de Volubilis représentaient quelque chose de particulièrement, de quelque chose d'exceptionnel. Alors, on a trouvé le fameux chien, les fèves, etc. Quantité incroyable de bronze. Alors, bien, c'est ça. À l'époque, quand on avait trouvé le bel objet, on le mettait de côté, puis on s'en fichait complètement. On mettait tout ça, c'était des déblais, on mettait ça en tas sur le côté. Aujourd'hui, c'est pas comme ça qu'on travaille. On travaille de manière, les géographes savent ce que c'est, n'est-ce pas? La stratigraphie. Alors, il y a une couche, on fait bien attention, et on prend des photos, on prend des mesures, et puis on cherche de très près ce qu'il peut y avoir dans le sol. On va jusqu'à tamiser le sol. Alors ça, c'est surtout les archéologues de la préhistoire qui font ça. Ils tamisent le sol pour voir ce qu'il faut. Donc, lorsque j'ai fait un peu d'archéologie à Volubilis, c'est ce que j'ai fait aussi. On m'a dit, il faut faire comme ça, je ne fais pas.
Donc, ce sont des manières qui deviennent un petit peu, si vous voulez, scientifiques. Alors, on a d'autres choses maintenant, c'est qu'on peut dater, on peut faire des datations avec le carbone 14. Alors là, il faut des éléments végétaux. Alors, si on voit un morceau de bois ou un squelette sur un squelette, un morceau d'os, on va pouvoir dater un peu. Alors, plus c'est récent, plus c'est difficile d'avoir une échelle précise. Mais c'est très important. On va avoir d'autres techniques. Il y a une technique à l'heure actuelle qui n'est pas encore très développée, qu'on appelle la palynologie, c'est-à-dire qu'on analyse les pollens qui se trouvent dans le sol. Et les pollens vont nous renseigner sur la végétation qui existait à ce moment-là, sur les cultures, éventuellement, sur la végétation spontanée, sur la végétation sauvage. Et puis on a des techniques aujourd'hui de prospection qui évitent de faire, parce qu'avant, comme on faisait, on regardait s'il y avait des pierres qui sortaient du sol, pas. Alors, la photographie aérienne déjà a permis de trouver des choses qu'on ne voit pas quand on est à pied. La photographie aérienne, c'est très intéressant ça. Maintenant, on a ce qu'on appelle la prospection magnétique. On a des appareils qui trouvent dans le sol des murs qu'on ne voit pas. C'est comme ça qu'à Armat, on a trouvé à côté de la mosquée et du palais, on a trouvé un grand bassin. On n'a pas dégagé, mais il est dans le sol, alors pour vérifier, on a fait des petits sondages aux 4 coins, et on s'aperçoit que c'est un bassin énorme, et que ça surprend beaucoup M. Philippe, qui dit c'est la première fois qu'on trouve comme ça un grand bassin dans une ville. D'habitude, les bassins sont à l'extérieur. Marrakech, les Almohades ont construit des bassins, la Ménara, la Dalle, des bassins qui sont en dehors de la ville. Là, ils étaient dans la ville. Donc, vous voyez, l'archéologie, aidée par ces nouvelles techniques, par ces nouvelles méthodes, va nous apporter de plus en plus de renseignements, certainement. Et c'est, je répète, pour des périodes où des pays qui ne disposent pas de beaucoup de sources écrites, c'est un élément tout à fait important. Donc je vous encourage vivement à vous intéresser à l'archéologie. Et s'il y en a qui ne savent pas, s'ils veulent faire des recherches, s'ils veulent poursuivre leurs études, d'envisager de travailler dans l'archéologie. Je crois d'ailleurs qu'ici, il y a maintenant un institut de formation, n'est-ce pas? Et donc, voilà. Je ne suis pas payé pour faire la publicité, hein. Mais étant donné mon expérience personnelle et de la chose, je veux dire, c'est quelque chose de très excitant, de très intéressant. On a l'impression, si vous voulez, d'être un peu comme le commissaire Maigret, on cherche quelque chose d'une enquête policière, un petit peu. Hein. Donc, voilà ce que je voulais vous dire en gros. Moi, continuons à en parler pendant des heures. Je laisse ici, à la disposition de votre de la bibliothèque, des tirés à part, sur les mines, sur Tamboult et sur Kouz. Voilà. J'ai retrouvé ça dans les fouilles que j'ai faites dans le grenier, avant de venir. Voilà. Je vous remercie. Et je vous invite, si vous le souhaitez, à me poser des questions. J'essaierai de répondre.